Lorsqu'un remorqueur coule au fond de l'océan, l'équipage doit lutter pour survivre dans une tentative désespérée de s'échapper du navire verrouillé. Défaillance fatale ayant causé le naufrage du Jascon 4. Dans les vagues agitées, les grands pétroliers affrontent des conditions périlleuses sous de forts vents menaçant leur stabilité. Par temps violent, des remorqueurs peuvent ancrer le pétrolier avec des câbles pour le stabiliser et prévenir les déversements. Au large du Nigeria, 3 remorqueurs étaient allés amarrer à un pétrolier Chevron pour prévenir son chavirement. Sur le remorqueur Jascon 4, 12 membres d'équipage venaient de se réveiller après la nuit. Sur un remorqueur, la journée commence par un réveil à 5 heures. Le dimanche 26 mai 2013, c'était juste un matin comme les autres à bord du Jascon 4. Pour le cuisinier, l'heure de réveil est encore plus tôt, afin qu'un repas chaud soit prêt pour l'équipage avant le début du travail. Harrison Hawkin alluma les plaques chauffantes, puis se rendit aux toilettes avant de préparer le petit déjeuner. Il avait été cuisinier chez West African Ventures et avait travaillé sur plusieurs de leurs navires. Harrison devait être en congé, mais la société lui a demandé un dernier voyage avant son retour. Le capitaine Lovejoy Caribou dirigeait un équipage de 11 personnes sur son remorqueur, avec pour mission spécifique de guider un pétrolier à travers des mers agitées. Les vagues faisaient tanguer le remorqueur, mais son attache au grand pétrolier le stabilisait. Soudain, une vague scélérate a heurté le remorqueur et rompu le câble. Le bateau a chaviré et s'est aussitôt rempli d'eau. Harrison n'a jamais réussi à sortir des toilettes. Le bateau s'était retourné et les toilettes sont tombées de leur base et l'ont frappé à la tête. Il tomba contre la porte et tenta d'ouvrir la poignée pour fuir. L'eau montait dans la petite pièce et Harrison paniquait pour s'échapper. Il a tiré sur la poignée de la porte et elle s'est cassée net dans sa main. Horrifié, il était coincé dans la salle de bain pendant que le navire coulait. Il a saisi de quoi forcer la porte. Exalté, il l'a ouverte et s'est précipité dans le couloir où plusieurs hommes étaient réunis. Johnny, Michael et Richard étaient à côté debout en train de se préparer pour la journée de travail lorsque tout le bateau s'est retourné et a commencé à prendre l'eau. Ils tentèrent de s'orienter dans des pièces et couloirs sans dessus-dessous. L'eau montait vite pendant qu'ils tentaient de déverrouiller la trappe de sortie. Ils luttaient dans l'eau pour se serrer les uns contre les autres afin d'exercer une pression sur la poignée. L'eau montait rapidement et ils n'avaient pas réussi à ouvrir la trappe. Harrison décida de n'ouvrir la porte qu'une fois le couloir rempli d'eau. Il rebroussa chemin et nagea jusqu'à la première porte ouverte. En se retournant, il vit une vague énorme déferler dans le couloir, projetant violemment ses compagnons contre le mur et les emportant ailleurs dans le bateau. Il grimpa vite dans la pièce alors que l'eau lui arrivait à la taille. Il marchait littéralement sur le plafond du bateau et devait comprendre où il se trouvait et comment il allait sortir de ce piège. Il a vraiment eu de la chance de trouver une porte ouverte côté surélevé du bateau. Les bateaux au large du Nigeria subissaient néanmoins souvent des attaques de pirates et appliquaient à Monaco des protocoles pour protéger leurs marins. Une procédure consistait à verrouiller chaque porte du bateau pour isoler chacun et empêcher les pirates d'accéder à tout le navire. La plupart des portes étaient verrouillées, mais Harrison est passé par celle de Johnny, restée ouverte. Les hommes criaient tous et se déplaçaient frénétiquement en essayant de trouver comment s'échapper du navire en train de couler. Le remorqueur a brusquement stoppé sa chute et, dans un choc violent, a touché le fond de l'océan. L'eau continuait d'affluer de toutes parts. Les hommes qui dormaient encore dans leur cabine furent soudainement réveillés en étant projetés hors de leur lit et en sentant l'eau froide monter depuis le plafond. Les meubles sont tombés, bloquant les portes. Dans chaque cabine, plusieurs hommes peinaient à s'orienter et à localiser la poignée de la porte. Les meubles flottaient dans l'eau qui montait, devant la porte verrouillée. Essayer de trouver comment faire de la place dans la minuscule cabine pour ouvrir la porte était un effort frénétique, car l'eau montait et entrait par le bas de la porte. Même s'ils parvenaient à ouvrir la porte, comment allaient-ils retenir leur souffle, trouver comment sortir d'un navire retourné, puis nager jusqu'à la surface de l'océan sans savoir à quelle profondeur ils se trouvaient. C'était un calcul impossible et les secondes s'écoulaient. En surface, les remorqueurs étaient secoués par les vagues. Les équipages surveillaient les amarres et le pétrolier lorsqu'un son clair a retenti. Un câble claque, puis le remorqueur siffle en aspirant l'air et disparaît. La réalité choquante a poussé les marins désespérés à tenter de communiquer avec le Jascon 4.
Tout s'est déroulé si vite qu'aucun appel de détresse n'a été lancé depuis le bateau coulant. L'appel à l'aide a été immédiat et West African Ventures a lancé le sauvetage des marins. Les bateaux ont aussitôt envoyé des plongeurs. Ils cherchaient ceux qui avaient abandonné le navire, mais personne ne flottait dans l'eau. Les plongeurs ont plongé aussi profond qu'ils pouvaient, sans trouver trace du bateau ni de l'équipage. Dans la situation à laquelle ils étaient confrontés, il n'y avait aucun moyen de tenter une opération de sauvetage en plongée à l'intérieur du navire. Ils ignoraient son emplacement et manquaient d'équipement pour le localiser entièrement. Même s'ils le trouvaient, ils ne pourraient redescendre que quelques minutes avec leur équipement, ce qui serait insuffisant pour une véritable opération de sauvetage. La dure réalité commençait à s'imposer. Si les marins n'avaient pas pu s'échapper du navire dans ces premières minutes, on craignait que les 12 aient tous péri assez rapidement lorsque le bateau a coulé au fond. Il était possible que quelqu'un dispose d'un réservoir d'air ou respire dans une poche d'air. Les hommes espéraient vraiment que ce soit le cas. Tous ces équipages travaillaient en étroite collaboration et étaient interchangeables entre les différents navires de la flotte. Toute la compagnie était dévastée par la perte potentielle de vies humaines. West African Ventures a contacté une de ses équipes chargée de réparer des équipements sous-marins. Ces plongeurs travaillaient en saturation à une profondeur de 60 mètres. Grâce à une cloche et une chambre de saturation sur leur navire, ils travaillaient sans interruption à 60 mètres de profondeur durant plusieurs jours. Ils subissaient ainsi la décompression lente une seule fois après un mois de travail. Ils utilisaient un gaz spécial à base d'hélium déformant la voix des plongeurs. On leur a demandé d'arrêter le travail et de se diriger immédiatement vers le navire coulé. Il leur faudrait 18 heures pour arriver au Jascon 4. Pendant ce temps, les plongeurs ont ajusté leur niveau de saturation pour correspondre à la profondeur à laquelle on pensait que le navire coulé se trouvait. Le fond marin était à 30 mètres ici. Quand l'équipe de sauvetage arriva, il était évident qu'ils récupéreraient des corps, pas des survivants. Colby, Nico et André formaient une équipe de plongeurs expérimentés, prêts à affronter la tâche qui les attendait. Le premier défi majeur était que toutes les portes extérieures étaient verrouillées, conformément à la politique de protection contre les pirates. Nico a passé 2 heures à forcer la lourde porte en acier de l'épave du navire. Il a ouvert la porte et braqué sa lampe à l'intérieur. Ils ont d'abord trouvé le corps du capitaine Caribou. Nico l'a aussitôt reconnu et c'était bouleversant de voir ce que les hommes avaient enduré. En avançant à ce niveau du bateau, il a trouvé les corps de 3 autres membres d'équipage. La mission lui pesait tandis qu'il se préparait à inspecter l'étage suivant du bateau. C'est à partir de là que les choses allaient devenir beaucoup plus difficiles. Il allait devoir grimper les niveaux dans un remorqueur retourné. Les couloirs et les portes allaient serpenter dans tous les sens, avec le risque que sa ligne de vie ombilicale se coince dans un coin ou se bloque dans une porte. En nageant dans le couloir de l'escalier, il vit les doigts blancs ratatinés d'une main sur un autre cadavre devant lui. Il tendit la main pour attirer le corps à lui. Ses gants épais serrèrent dans la main, et à sa grande stupéfaction, la main serra en retour. Il fut stupéfait. Un membre de l'équipage a survécu près de 3 jours. Le matin, la vague a frappé le flanc du remorqueur Jascon 4. Harrison et ses coéquipiers ont tenté d'ouvrir la trappe de sortie, sans succès. Après les avoir vus emportés par l'eau dans le navire, il était désespéré de trouver un point élevé où il pourrait échapper à l'eau violente. Il s'est réfugié dans la cabine d'un ingénieur où subsistait un peu d'air. Son esprit tournait à toute vitesse en cherchant un moyen de s'échapper. Il a vu des membres d'équipage mourir devant lui et entendait encore les cris de ceux cherchant une issue. L'eau montait lentement dans cette pièce, sans la rapidité d'avant. Il est monté sur les meubles pour élever son visage le plus haut possible. Les voix de ses amis s'estompèrent peu à peu. Harrison savait que certains hommes s'étaient échappés ou étaient de mort. Dans tous les cas, ils étaient bien partis. Seul dans cette poche d'air, il constata que l'eau arrêtait de monter. Sachant que rester ici menait à une mort certaine, Harrison inspira profondément et plongea vers la trappe de sortie. Il fit tout son possible pour l'ouvrir, mais elle était fermement coincée. Il ne pouvait essayer que brièvement avant de retourner à sa poche d'air. En nageant en arrière, il franchit par erreur la porte de la pièce à la poche d'air. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pièce ouverte au bout du couloir, il est retourné frénétiquement à tâtons vers la salle de l'ingénieur.
À bout de souffle, il a refait surface dans la pièce, pensant se noyer. L'eau salée s'est engouffrée dans sa bouche et l'a laissé suffoquer dans sa lutte désespérée pour respirer. La crainte de ne pas trouver la bonne porte l'a poussé à élaborer un plan pour résoudre le problème. Harrison chercha des fournitures dans sa chambre. Il trouva un tissu qu'il déchira pour en faire une corde. Il attacha cela à la porte de sa chambre et s'y agrippa pendant qu'il nageait d'avant en arrière jusqu'à la trappe de sortie. Cela lui donnait la certitude qu'au moins il pourrait revenir à sa poche d'air. Il trouva aussi 2 gilets de sauvetage munis de petites lampes. Harrison a passé des heures à aller à la trappe de sortie, tentant d'ouvrir le loquet. Le chemin était difficile, il a croisé le corps d'un ami, mais c'était la seule issue. Il était épuisé et il a finalement accepté que cette porte ne s'ouvrirait pas. Il a fouillé sa chambre à la recherche de quelque chose qui pourrait améliorer sa situation. Il a utilisé des meubles et des panneaux muraux pour créer une plateforme où s'asseoir. En caleçon, l'hypothermie deviendrait vite le problème principal s'il ne sortait pas rapidement de l'eau. Il a trouvé un petit sac avec une bouteille de coca et une boîte de sardines. Harrison n'avait aucune idée du temps qu'il avait passé piégé sur ce bateau. À la fin du premier jour, les lampes étaient déchargées, il est donc resté coincé dans le noir. Il était assis sur sa plateforme, silencieux. Ce genre de privation sensorielle peut rendre fou. Aucun bruit ni tapotement ne venant d'autres survivants, il savait qu'il était seul. Après quelques heures, les cadavres dans l'eau attiraient déjà des poissons charognards par leur odeur. Il pouvait entendre des éclaboussures dans les espaces à l'extérieur de sa chambre. Il était clair que des poissons mangeaient la chair des morts. Harrison passait son temps à prier et à penser à sa famille. Il ne supportait pas que sa vie se termine ainsi et que sa famille continue sans lui. Il cherchait désespérément à se sauver, mais il était impossible de quitter ce bateau et survivre seul. Il n'avait ni lumière, ni provisions, ni indication pour sortir du bateau ou connaître la distance jusqu'à la surface. Sa seule option était le sauvetage. Supporter l'obscurité totale et le silence absolu est une épreuve mentale difficile sur la durée. Savoir que vous êtes également enfermé dans un navire au fond de l'océan est angoissant. Il était coincé dans un petit espace sans savoir quand il manquerait d'oxygène. Harrison était piégé depuis 2 jours quand il a entendu les premiers sons d'espoir. Il percevait faiblement des bateaux proches, des bouées larguées et des bruits métalliques sur la coque. Encore du temps s'est écoulé sans aucun signe de secours. Savait-il seulement qu'il était en vie ? Il a essayé de frapper contre les murs, mais aucun de ces signaux n'a été capté par l'équipe de secours. Ils espéraient retrouver 12 corps, après plus de 48 heures au fond de l'océan. Harrison entendait les bruitous de l'équipe de sauvetage, mais personne ne venait. Même s'il restait calme, il commençait à avoir du mal à respirer. L'espace restreint où il était assis avait peu d'oxygène et accumulait du monoxyde de carbone. 2. C'est un processus lent qui s'insinue jusqu'à ce que la respiration devienne difficile et que le stress commence à devenir évident. Cela faisait plus de 2 jours qu'il était dans ce minuscule espace. Harrison respirait profondément, mais restait essoufflé. Chaque instant était une lutte. Il ignorait quand il s'évanouirait à cause du déséquilibre des gaz. Un jour, il a aperçu une lumière et a tenté de nager vers elle pour signaler sa présence, mais la chance s'en mais il a dû rebrousser chemin. Il attendait, espérant leur retour. Après de longues heures d'attente, la lumière était venue vers lui. Il a plongé la main dans l'eau pour se signaler, et le sauveteur l'a tiré. Harrison était ravi, enfin quelqu'un savait qu'il était en vie. Les hommes n'ont échangé des regards surpris et des paroles rassurantes. Nico, choqué de trouver un survivant, était aussi exalté de pouvoir sauver une vie. Colby et Nico discutaient de la marche à suivre. Ils n'étaient pas préparés à trouver un membre d'équipage vivant. Ils devaient trouver comment le faire sortir de ce navire en toute sécurité et le transférer dans leur cloche de plongée. Après discussion avec l'équipe médicale du navire principal, ils décidèrent qu'Harrison serait évacué avec un casque de plongée, puis placé en chambre de décompression 3 jours pour s'acclimater au niveau de la mer. Il était resté 30 mètres sous l'eau pendant 63 heures. Son corps était complètement saturé d'azote et une remontée rapide aurait été mortelle. On a calculé plus tard que son espace aérien de 1,20 mètres ne contenait assez d'oxygène que pour survivre environ 60 heures. Il serait mort 1 heure ou 2 plus tard,
et les sauveteurs n'auraient jamais su à quel point ils étaient proches. Pour Harrison, c'était un sauvetage miraculeux, mais il a douloureusement réalisé que l'équipage avait péri. Il espérait que certains avaient survécu au naufrage. Je sais que ces gars travaillent ici depuis 17 ans. Ils ont des rêves, une famille. J'en connais un avec 9 enfants. Il pleurait car il a enfin eu un garçon après 9 filles. Mais il n'est jamais rentré chez lui pour voir sa femme. Il est mort, il n'a même jamais vu son fils. Il y en a un autre qui a une femme. Il est marié depuis 25 ans, il a adopté une fille. La femme vient d'accoucher de jumeaux et il prévoyait de prendre des congés avec moi pour aller voir sa femme. Il n'a jamais vu sa femme. Harrison était reconnaissant d'être en vie, mais il a souffert de stress post-traumatique, de culpabilité du survivant et d'anxiété pendant des années. On pourrait croire que Harrison éviterait l'océan, mais il en a décidé autrement. Après des années follées à gérer ce traumatisme, il est devenu plongeur certifié pour affronter sa peur de l'océan. Il a été inspiré par ses sauveteurs et il est maintenant plongeur professionnel au Nigeria.